Le 20 février 2025, Stennis Space Center, dans le Mississippi. La NASA met à feu le moteur RS-25, 111% de sa puissance. Une température de chambre de combustion de 2093 degrés Celsius. Une poussée de 512 000 livres. L'essai est un succès. Les ingénieurs applaudissent. Mais à cet instant précis, la NASA exploite une conception fondamentale, vieille de 83 ans, développée en 1942 à Peenemünde par des ingénieurs allemands, la turbopompe. À chaque fois que SpaceX lance une fusée, que Blue Origin effectue un essai, que la NASA prépare Artemis, ils utilisent le même principe fondamental, 4000 tours par minute, accélération centrifuge, injection de propergol sous pression extrême dans la chambre de combustion. La physique n'a pas changé parce qu'elle est optimale. Aujourd'hui, je vais vous montrer la lignée technique documentée de Peenemünde en 1942 à SpaceX en 2025. L'histoire commence par un problème technique qui, en 1935, semblait insoluble. Wernher von Braun voulait construire une grande fusée. Pas petite, comme les expériences de Goddard. Grande, 14 mètres de haut, 12 500 kg. Avec un moteur capable de générer 25 000 kg de poussée, le problème était simple. Comment acheminer suffisamment de carburant, assez rapidement, dans la chambre de combustion? Techniquement, le moteur A4, plus tard appelé V2, nécessitait 125 litres par seconde, 75% d'éthanol, plus de l'oxygène liquide à moins 183 degrés Celsius. En 60 secondes de combustion, il fallait déplacer 9000 kg de propergol. Aucun système à gaz pressurisé ne pouvait y parvenir. Les réservoirs seraient trop lourds. La physique ne fonctionnait pas. Von Braun a recherché l'expertise en matière de pompe en 1935. Il a trouvé Klein, Schanzlen et Becker à Frankenthal, KSB, une entreprise allemande spécialisée dans les pompes centrifuges pour les installations industrielles. Mais une pompe à fusée, c'était quelque chose de totalement différent. Elle devait être légère, 150 kg maximum. Elle devait déplacer d'énormes volumes, 125 litres par seconde. Elle devait résister à des températures extrêmes, moins 183 degrés pour le LOX, plus 400 degrés pour le propulseur, et elle devait séparer les deux fluides, parfaitement étanches. KSB a développé les pompes centrifuges, deux unités distinctes, une pour l'éthanol à température ambiante, une pour le LOX dans des conditions cryogéniques. Mais comment les entraîner? Un moteur électrique serait trop lourd. Von Braun a contacté Helmut Walter, ingénieur à Kiel, spécialiste du peroxyde d'hydrogène concentré. Walter a développé une solution ingénieuse, une turbine à vapeur, alimentée par la décomposition catalytique du testoff. 80% de peroxyde d'hydrogène. La turbine était un chef-d'œuvre de la métallurgie allemande. Elle devait supporter une vapeur à haute pression de 725 degrés Fahrenheit. Elle devait tourner à 4000 tours par minute, stable, sans vibration, sans défaillance, et elle devait faire tout cela dans un ensemble de 150 kg. La turbopompe KSB Walter était la première de son genre au monde. Aucune autre nation n'avait quelque chose de comparable. Regardez de plus près les spécifications techniques. La pompe LOX, conception centrifuge avec 18 aubes. Chaque aube précisément calculée pour une efficacité maximale. L'entrée avait un diamètre de 80 mm, la sortie 40 mm. Cela créait une pression énorme. De la pression ambiante à 15 bars dans la chambre de combustion, à moins 183 degrés Celsius. Le LOX devait rester liquide. Toute fuite de chaleur le ferait s'évaporer. Défaillance catastrophique. KSB a résolu ce problème avec des joints spéciaux, imprégnés de graphite, sans amiante.
L'arbre tournait dans des roulements à billes, durcis pour les conditions cryogéniques. Les tolérances étaient extrêmes. 0,05 mm maximum, à 4000 tours par minute. Tout déséquilibre génère des vibrations catastrophiques. Les Allemands avaient la précision en 1942. La pompe à éthanol avait d'autres défis. Température ambiante, plus facile thermiquement. Mais volume plus élevé, 58 kg par seconde d'éthanol contre 67 kg de l'OX. La pompe était plus grande, 24 aubes, débit de 125 litres par seconde. La pression d'entraînement venait du générateur de vapeur Walter. Le générateur de vapeur Helmut Walter était d'une simplicité géniale. Le T-Stoff, 20% de peroxyde d'hydrogène concentré, goûtait sur un lit de catalyseur de permanganate de potassium. Décomposition instantanée. 2H2O2 devient 2H2O plus O2. Réaction exothermique. Vapeur à 725 degrés Fahrenheit, à 30 bars de pression. Cette vapeur entraînait une turbine à 2 étages. Premier étage pour la pompe LOX. Deuxième étage pour la pompe à éthanol. Mécaniquement couplée sur un arbre. L'ensemble complet de la turbopompe pesait 149 kg. Pour les normes modernes, c'est lourd. Mais en 1942, révolutionnaire. Les ingénieurs américains ont tenté d'analyser la turbopompe V2 en 1946, Aberdeen Proving Ground. Ils ont démonté une unité complète. Leur rapport révélait la stupeur, la précision, les matériaux, l'intégration. C'était 5 à 10 ans d'avance, mais la turbopompe seule ne résolvait pas le problème thermique. 2700 degrés Celsius dans la chambre de combustion. Aucun alliage métallique des années 1940 ne pouvait supporter cela. Pas plus de quelques secondes. La V2 avait besoin de 60 secondes de combustion. Au moins, c'est là que Walter Thiel est entré en jeu. Thiel était l'ingénieur en chef des moteurs à Peenemünde, 34 ans en 1942. Un spécialiste absolu des moteurs de fusée. Il a développé un système que chaque fusée utilise aujourd'hui, le refroidissement régénératif. Le principe était élégant. Le carburant à 75% d'éthanol entrait près de l'ouverture des tuyères via 6 tuyaux. Il circulait à travers une construction à double paroi, remontant toute la tuyère jusqu'à la pointe de la chambre de combustion. Ce faisant, le carburant absorbait la chaleur extrême. Il était préchauffé, plus efficace, et la paroi de la chambre de combustion restait en dessous de la température critique. Les détails techniques étaient impressionnants. 1247 canaux de refroidissement dans la chambre de combustion du V2, chaque canal dimensionné avec précision. L'éthanol circulait à 125 litres par seconde. Il absorbait la chaleur à 2700 degrés. La température de la paroi restait en dessous de 800 degrés. Juste assez pour que l'alliage d'acier au chromadium survive. Sans le refroidissement régénératif de Thiel, la V2 aurait été impossible. 3 octobre 1942. Peenemünde. Essai numéro 4. La V2 se dressait verticalement sur la rampe de lancement. 14 mètres de haut. 12 500 kg. Werner von Braun observait. Walter Thiel vérifiait la chambre de combustion une dernière fois. La turbopompe KSB Walter ronronnait. 4000 tours par minute. Le T-Stoff se décomposait catalytiquement. 725 degrés de vapeur entraînèrent la turbine. Les pompes centrifuges accéléraient. L'éthanol et le LOX affluaient. 125 litres par seconde. Allumage. La chambre de combustion a explosé en flammes. 2700 degrés Celsius. 25 000 kg de poussée. La fusée a décollé. Lentement au début. Puis plus vite, la turbopompe fonctionnait parfaitement, le refroidissement régénératif fonctionnait 60 secondes de combustion, la V2 a atteint 85 km d'altitude, 5300 km par heure, elle a franchi le mur du son, elle a atteint le bord de l'espace,
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, von Braun a dit plus tard « Ce fut le moment où l'espace est devenu accessible, mais techniquement, c'était le moment où la turbopompe a prouvé que les grandes fusées fonctionnent. Sans turbopompe, pas de Saturn V, pas de navette spatiale, pas de SpaceX. Rien. En 1942, les Alliés n'avaient rien de comparable. L'Amérique avait Goddard, un inventeur brillant, mais sa plus grande fusée, 4,5 mètres de haut, altitude maximale, 2,6 km, pas de système de turbopompe, alimentation par gaz sous pression, primitif en comparaison. Les Soviétiques avaient les Katyusha, des roquettes à propergol solide, de l'artillerie, pas de technologie de propergol liquide. La Grande-Bretagne expérimentait avec de petites fusées, rien de plus de 3 mètres de long. La turbopompe du V2 avait 10 ans d'avance, au minimum, mais les Alliés ne l'ont su qu'en mars 1945. Opération Crossbow. Des photographies des services secrets britanniques montraient Peenemünde, de grandes fusées, des rampes de lancement. Des installations de production, Churchill autorisa des bombardements le 17 août 1943, 500 K-96 bombardiers Lancaster, Peenemünde fut touché, Walter Thiel est mort lors de cette attaque, 49 ans. L'homme qui a inventé le refroidissement régénératif, mais la technologie de la turbopompe a survécu. La production a été délocalisée sous terre. Mittelwerk, Nordhausen, camp de concentration de Dora. 60 000 prisonniers ont construit des fusées V2. 5 975 unités entre 1944 et 1945. Chacune avec une turbopompe KSB Walter, chacune avec le refroidissement régénératif de Thiel. Les fusées ont volé contre Londres, Anvers, Liège, 3000 personnes sont mortes. Mais techniquement, elles ont démontré quelque chose qui allait changer le monde. Mars 1945, opération Lusty. Les troupes alliées avançaient à travers l'Allemagne. Des équipes spéciales recherchaient la technologie allemande. CIOS, Combined Intelligence Objective, Subcommittee, T-Force, britannique, américaine, soviétique, tous chassaient la même chose. Les fusées V2, les installations de production, les plans et les scientifiques. Le 28 mars 1945, les troupes américaines ont atteint Nordhausen, le Mittelwerk souterrain. Ils ont trouvé 14 fusées V2 complètes, des centaines de turbopompes, des chambres de combustion, des composants, des tonnes de documents techniques. Tout a été saisi, l'opération Paperclip a commencé. Les Soviétiques ont atteint Peenemünde en mai 1945. Trop tard. Les Américains avaient Werner von Braun. Ils avaient les meilleurs scientifiques, 127 chercheurs allemands en fusée. Von Braun a négocié habilement. Il s'est rendu aux Américains, pas aux Soviétiques. Il savait ce que valait son savoir. Le 16 mai 1945, Fort Bliss, Texas. Von Braun et son équipe sont arrivés. Avec eux, les composants du V2 de Nordhausen, 100 fusées complètes, assemblées à partir de pièces. L'armée américaine voulait apprendre comment fonctionne la turbopompe, comment fonctionne le refroidissement régénératif, comment construire de grandes fusées. Les Américains ont testé les fusées V2 à White Sands, Nouveau-Mexique, 67 lancements entre 1946 et 1952. Ils ont appris, ils ont copié, ils ont amélioré. Mais la conception fondamentale est restée allemande, la turbopompe, le refroidissement régénératif, la géométrie de la chambre de combustion. Tout provenait de Thiel et de l'équipe KSB Walter. Mais laissez-moi vous montrer à quel point les Américains voulaient cette technologie. Projet Hermes, 1946. General Electric a reçu la mission de comprendre la technologie V2 et de développer des versions américaines. Ils avaient les fusées, ils avaient les pièces. Ils avaient même des scientifiques allemands comme consultants, mais construire leur propre turbopompe,
Cela a pris des années. Le rapport technique 718, publié en 1952, documente chaque aspect de la turbopompe SFIN 2, 847 pages. Des dessins détaillés, des spécifications des matériaux, des données de test. Les Américains ont étudié chaque millimètre. Pourquoi? Parce que leurs propres tentatives ont échoué. Entre 1946 et 1950, General Electric a développé 3 prototypes différents de turbopompes. Tous ont échoué lors des tests. Vibrations, défaillance des joints, problèmes thermiques. La percée n'est survenue que lorsque Werner von Braun s'est impliqué directement. Il a fait venir Konrad Dannenberg. Konrad avait été responsable des tests de turbopompe à Peenemünde. Il connaissait chaque détail, chaque difficulté, chaque solution. Avec l'aide directe de Dannenberg, General Electric a finalement construit une copie fonctionnelle. En 1952, 10 ans après que les Allemands l'aient fait pour la première fois, les Soviétiques ont eu des problèmes similaires. L'opération Oso-Aviakim a amené 2200 spécialistes allemands en Russie. Helmut Grötrup était parmi eux. Il avait travaillé sur les systèmes de contrôle à Peenemünde. Les Soviétiques l'ont forcé à construire des copies de V2. Projet Vostok, à ne pas confondre avec le vaisseau spatial ultérieur, Grötrup et son équipe ont construit la fusée R1, copie exacte du V2, avec des turbopompes allemandes provenant des stocks de Mittelwerk. Mais lorsqu'ils ont voulu construire leur propre turbopompe, ils ont échoué, à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en 1950, avec l'aide d'ingénieurs allemands, qu'ils ont réussi. La fusée R2 avait des turbopompes de construction soviétique. Mais la conception allemande, chaque aspect, chaque tolérance, chaque spécification de matériaux, copiée à partir des originaux KSB Walter 1950. L'équipe de Mittelwerk a été transférée à Redstone Arsenal, Alabama. Von Braun a eu un nouveau projet, la fusée Redstone, missile balistique à portée intermédiaire pour l'US Army. Techniquement, Redstone était un V2 agrandi. Même philosophie de turbopompe, même refroidissement régénératif, même propergol, LOX et éthanol. Les Allemands ont construit la première fusée opérationnelle américaine, mais ce n'était que le début. Les turbopompes sont devenues plus grandes, plus puissantes, plus complexes. Mais le principe de base est resté, et puis est arrivé Sputnik. Le 4 octobre 1957, cosmodrome de Baïkonour, Kazakhstan. L'Union soviétique lance Sputnik 1, le premier satellite artificiel. L'Amérique est choquée. Eisenhower demande « Comment les Soviétiques nous ont-ils battus ?» La réponse était ironique. Avec la technologie allemande, les Soviétiques avaient atteint Peenemünde après les Américains. Ils ont trouvé des installations de production, des pièces, des documents et des ingénieurs allemands qui ne sont pas allés en Amérique. Opération Oso-Aviakim, le 21 octobre 1946. 2200 spécialistes allemands ont été déportés en Russie, de force. Avec leurs familles, ils ont construit la fusée soviétique R-7, la fusée qui a lancé Sputnik. Techniquement, la R-7 était plus avancée que le V2, plus grande, plus puissante, mais les turbopompes, principalement le refroidissement régénératif, la conception de Thiel, les Soviétiques avaient appris, tout comme les Américains, des Allemands. L'Amérique devait réagir. Janvier 1958, Werner von Braun a reçu le feu vert. Projet Mercury, projet Gemini, et puis le Grand, projet Apollo, John F. Kennedy, 25 mai 1961. Nous allons sur la Lune. Avant la fin de la décennie, von Braun est devenu directeur du Marshall Space Flight Center. Sa tâche, construire la plus grande fusée de l'histoire, Saturn C, 110 mètres de haut, 2 970 000 kg, pleine de carburant, 5 moteurs F1 au premier étage. Chaque F1 produisait 680 000 kg de poussée. Ensemble, 3,4 millions de kilogrammes.
C'était 136 fois plus que le V2. Mais la technologie fondamentale, allemande. Le moteur F1 a été développé par Rocketdyne, société américaine. Mais regardez les détails techniques. Refroidissement régénératif, comme Thiel en 1942. Entraînement par turbopompe, comme KSB Walter. Le F1 avait bien sûr des améliorations. La turbopompe LOX tournait à 500 tours par minute. Elle produisait 69 000 chevaux vapeur uniquement pour la pompe à oxygène. La turbopompe à carburant, RP1 kérosène, générait encore 45 000 chevaux vapeur. Ensemble. 114 000 chevaux vapeur, rien que pour pomper le carburant. C'est plus de puissance qu'une turbine de centrale nucléaire. Et ce, dans une machine qui pesait moins de 2 tonnes. La turbopompe était tellement puissante que si vous utilisiez directement l'échappement, elle aurait généré 7000 kg de poussée, assez pour une petite fusée, rien qu'avec les gaz d'échappement. Regardons de plus près la turbopompe LOX du F1. Turbopompe Rocketdyne Mark 10. Diamètre d'entrée 254 mm. 7 étages d'impulseur. Chaque étage augmente la pression progressivement, de 0,7 bar à l'entrée à 62 bars à la sortie. C'est une augmentation de pression de 89 fois. La turbine elle-même était à 2 étages. Entraînée par du gaz chaud provenant du générateur de gaz, le RP1 et le LOX brûlaient dans le générateur de gaz dans des conditions riches en carburant. Gaz d'échappement à 730 degrés Celsius. Cela entraînait la turbine à 5500 tours par minute. La précision était extrême. Les aubes de la turbine étaient en Inconel X750, un super alliage à base de nickel. Chaque aube était coulée et usinée individuellement. Tolérance inférieure à 0,1 mm à 5500 tours et 730 degrés. Tout déséquilibre engendrerait des conséquences catastrophiques. Rocketdyne a développé des techniques d'équilibrage spéciales. Mais la philosophie allemande de KSB Walter en 1942, la turbopompe à kérosène avait une conception différente. Seulement 2 étages, mais un débit massique plus élevé, 788 kg par seconde de RP1 kérosène. La pression de sortie était de 67 bars. La turbine tournait à 5900 tours par minute, plus rapidement que la pompe LOX. La puissance, 45 000 chevaux vapeur. Ces 22 moteurs de Formule 1 combinés, les turbopompes F1 avaient un problème que la V2 n'a jamais eu. La force de poussée était 27 fois supérieure. Les vibrations étaient proportionnellement pires. Entre 1959 et 1963, le moteur F1 a explosé 14 fois pendant les essais, principalement à cause de problèmes de turbopompe, cavitation, résonance, défaillance des joints. L'équipe a lutté pendant 4 ans. Ils ont finalement résolu le problème avec des amortisseurs anti-résonance. Mais le principe de base, inchangé, turbopompe centrifuge, refroidissement régénératif, invention allemande. Mais voici l'élément décisif. L'équipe de conception du F1 avait accès à tous les documents de la V2. Rapport technique 718. Plan détaillé de Peenemünde. Et ils avaient Werner von Braun. Chaque jour. Conseil, vérification, résolution de problèmes. La ligne technique est directement documentée. Turbopompe Mi-2 à turbopompe F1. 20 ans de développement. Mais le même principe de base. 5847 canaux de refroidissement dans le F1. La V2 en avait 1247. Plus de canaux, meilleur refroidissement. Mais le concept, le refroidissement régénératif de Thiel, le RP1 kérosène s'écoulait à travers la double paroi. Il absorbait la chaleur, il était préchauffé. La paroi de la chambre de combustion restait suffisamment froide. À une température de chambre de combustion de 3300 degrés, la même physique, le même génie, ADN allemand dans la plus grande fusée américaine, 16 juillet 1969,
Kennedy Space Center, Saturn V lance Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. 5 moteurs F1 sont mis à feu, chacun avec une turbopompe d'inspiration allemande, 2 minutes 41 secondes de temps de combustion, parfait. Le premier étage amène Apollo à une altitude de 68 km, le reste appartient à l'histoire, 20 juillet 1969, la Lune. Mais pour Werner von Braun, c'était personnel, 27 ans plus tôt. Il avait testé la V2 à Peenemünde. Maintenant, sa fusée avait emmené des humains sur la Lune. La technologie était la même, seulement plus grande, plus puissante, mais au fond, allemande. Après Apollo, vint la navette spatiale, nouvelle conception, réutilisable. Mais regardez le moteur RS-25, aussi appelé Space Shuttle Main Engine. Rocketdyne l'a encore construit. Hydrogène et oxygène liquide, cryogénique. Les turbopompes étaient des chefs-d'œuvre. La turbopompe haute pression LOX tournait à 28 120 tours par minute. La turbopompe haute pression à hydrogène atteignait 37 000 tours par minute. C'est 7 fois plus rapide qu'un moteur de Formule 1, à des températures cryogéniques. Moins 253 degrés Celsius pour l'hydrogène, moins 183 degrés pour l'oxygène. La science des matériaux avait progressé, superalliage, à base de nickel. Mais le principe de fonctionnement, accélération centrifuge, comme KSB en 1940. Et le refroidissement? Le RS-25 utilise le refroidissement régénératif. L'hydrogène liquide s'écoule à travers 1080 canaux de refroidissement dans la tuyère. Il absorbe la chaleur extrême. Température de la chambre de combustion de 3315 degrés Celsius. L'hydrogène devient gazeux. Il se dilate. Parfaitement préchauffé pour la combustion. Le concept de Thiel, 40 ans plus tard, encore optimal. De 1981 à 2011, la navette spatiale a effectué 135 missions. Chaque mission utilisait 3 moteurs RS-25. Chaque moteur avait 2 étages de turbopompe, haute pression et basse pression. Ensemble, ils produisaient assez de force pour fournir 23 millions de chevaux vapeur en puissance de pompage. C'est toute la production d'électricité d'un petit pays, uniquement pour déplacer le carburant, et tout était basé sur un concept de 1942. Maintenant, en 2025, l'exploration spatiale commerciale, SpaceX domine, Starship et Super Heavy, propulsés par des moteurs Raptor. Elon Musk appelle Raptor le moteur de fusée le plus avancé jamais construit. Techniquement, il a raison. Raptor utilise la combustion étagée à flux complet. Les 2 carburants, le méthane et l'oxygène, passent par des préchambres de combustion. Cela maximise l'efficacité, mais regardez les turbopompes. Raptor 2 en a 4, 2 pour le méthane, 2 pour l'oxygène. La turbopompe à méthane génère 37 MW de puissance. Cela équivaut à 50 000 chevaux vapeur. La turbopompe LOX génère 31 MW ensemble, 68 MW, 91 000 chevaux vapeur, uniquement pour les pompes. Dans un moteur qui génère 230 tonnes de poussée, les vitesses de rotation sont extrêmes, plus de 20 000 tours par minute. À une pression de chambre de combustion de 330 bars, c'est la pression la plus élevée jamais atteinte dans un moteur de fusée. Les matériaux sont modernes, fabriqués de manière additive, impression 3D à partir de superalliage. La commande informatique est numérique, mais le principe de base, turbopompe centrifuge, comme KSB Walter en 1942. Laissez-moi vous montrer à quel point la ligne technique est directe. La turbopompe à méthane Raptor, 3 étages d'impulseur, conception centrifuge, entrée à 5 bars, sortie à 350 bars, augmentation de pression de 70 fois, exactement comme V2, mais avec une pression beaucoup plus élevée. La turbine est entraînée par une combustion riche en méthane provenant de la préchambre de combustion. Gaz à 800 degrés Celsius entraîne la turbine à 20 000 tours. La turbopompe LOX est encore plus extrême.
4 étages. Entrée à 1 bar, sortie à 350 bars, cryogénique à moins 183 degrés. Exactement la même température que le LOX V2. Les joints sont modernes, à base de céramique. Mais le problème? Identique à 1942. Séparer le LOX liquide à moins 183 degrés du gaz chaud à 800 degrés. KSB a résolu ce problème en 1942. SpaceX le résout en 2025. La même physique. Elon Musk a dit un jour, Raptor est le moteur le plus difficile jamais construit. Il a raison. La combustion étagée à flux complet est extrêmement compliquée. Mais la turbopompe, c'est une technologie éprouvée. 83 ans de preuves. De Peenemünde à Boca Chica, V2 à Starship. La ligne est ininterrompue. Et le refroidissement alors? Raptor utilise un refroidissement régénératif. Du méthane liquide circule à travers des canaux de refroidissement dans la chambre de combustion. Il absorbe la chaleur à 3500 degrés Celsius. Il devient gazeux, préchauffé, plus efficace. Le concept de Walter Thiel, 83 ans plus tard. Toujours optimal, parce que la physique ne change pas. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, développe le moteur BE4, méthane liquide et oxygène. Similaire à Raptor, le BE4 génère 2400 kN de poussée. Les turbopompes tournent à 19 000 tours par minute. Elles génèrent 70 000 chevaux combinés. Refroidissement régénératif, turbopompe centrifuge, technologie allemande de 1942, dans un moteur qui volera en 2025. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont dans chaque smartphone. Parce que des satellites ont été lancés avec ces moteurs, elles sont dans chaque avion. Parce que les moteurs à réaction utilisent des principes similaires, elles sont dans chaque fusée. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous voulez que cette véritable histoire soit préservée, soutenez cette chaîne avec Super Thanks. Cela aide à raconter ces vérités techniques oubliées. Résumons ensemble. L'évolution technique complète. Regardez cette progression. 1942. V2. Turbopompe KSB Walter. 4000 tours par minute. 125 litres par seconde. U-247 canaux de refroidissement. Refroidissement régénératif de Walter Thiel, c'était l'an 0 pour les grandes fusées. Pression de la chambre de combustion, 15 bars. Poussée, 25 tonnes. Temps de combustion, 60 secondes. La base. Chaque détail était révolutionnaire. Les Allemands n'ont pas seulement inventé la turbopompe, ils ont inventé le système entier. Génération catalytique de vapeur pour la propulsion, joint cryogénique pour LOX, équilibrage de précision pour des vitesses de rotation élevées, chambre de combustion à double paroi pour le flux de réfrigérant, plaque d'injecteur avec 18 orifices pour un mélange optimal. Chaque aspect devait être inventé de A à Z. Entre 1936 et 1942, 6 années d'innovation totale. 1958, Redstone, la première fusée américaine de Werner von Braun. Turbopompe 5A2 agrandie, même principe, puissance supérieure. 1969, Saturn 5F1. Pompe LOX à 5500 tours par minute, 69 000 chevaux, 5847 canaux de refroidissement. Le concept de Walter Thiel mis à l'échelle. 1981, navette spatiale RS-25. Pompe à hydrogène à 37 000 tours par minute. 1080 canaux de refroidissement. Chef-d'œuvre cryogénique. Principalement, 2025, SpaceX Raptor, 20 000 tours par minute. 68 MW de puissance de pompage. Pression de la chambre de combustion, 330 bars. Combustion étagée à flux complet. Mais la turbopompe, physique vieille de 83 ans, Blue Origin BE4, 19 000 tours par minute, 70 000 chevaux, méthane oxygène, refroidissement régénératif, héritage allemand, les chiffres montrent l'évolution.
Mais le principe de base est inchangé. L'accélération centrifuge déplace le propergol, le refroidissement régénératif protège la chambre de combustion, c'est physiquement optimal. Il n'y a pas de meilleure façon avec des fusées chimiques. Les Allemands ont trouvé la solution optimale en 1942. Aujourd'hui, SpaceX lance des satellites Starlink chaque semaine avec des moteurs Raptor. La NASA prépare Artemis, retour sur la Lune, avec des moteurs RS-25. Blue Origin développe New Glenn, avec des moteurs BE-4. Tous utilisent des turbopompes. Tous utilisent un refroidissement régénératif. Tous se tiennent sur les épaules d'ingénieurs allemands de 1942. 20 février 2025. Nous revenons là où nous avons commencé. Stennis Space Center. La NASA tire le moteur RS-25, 111% de la puissance. Le test est parfait. La turbopompe fonctionne, sans problème. 83 ans après que Walter Thiel ait développé le concept, 83 ans après que KSB ait construit la première pompe centrifuge pour une fusée. La lignée technique est prouvée. Peenemünde à SpaceX, V2 à Raptor, ce n'est pas de la spéculation. C'est documenté. Technical Report 718 de l'US Army, NASA SP-125, Saturn Feed Documents, Rocketdyne F1 rapport de développement, SpaceX Raptor présentation technique. Tous montrent la même vérité. La technologie fondamentale des fusées est allemande, de 1942, et elle est utilisée jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez la Station spatiale internationale, pensez aux turbopompes V2. Les fusées qui ont lancé les modules de l'ISS utilisent ce principe. Quand vous utilisez le GPS, remerciez les ingénieurs allemands. Les satellites ont été lancés avec des fusées à turbopompe. Quand vous voyez des prévisions météorologiques, même chose. Satellites de communication, même chose. Observation de la Terre, même chose. L'ironie est parfaite. Une arme, développée pour la destruction, est devenue la base. Pour l'exploration spatiale, les fusées V2 ont tué 3000 personnes. Mais la technologie V2 a emmené des hommes sur la Lune. A lancé 15 000 satellites, a permis la communication mondiale, la navigation GPS, la surveillance météorologique, la recherche climatique. Tout cela grâce à une turbopompe, développée à Peenemünde en 1942. Walter Thiel est mort en 1943 dans un bombardement. Il n'a jamais vu ce que son système de refroidissement régénératif a permis. Werner von Braun a vu Apollo 11. Il est mort en 1977. Il a vu la conception de la navette spatiale. Mais il n'a jamais vu SpaceX. Il n'a jamais vu l'exploration spatiale commerciale, des entreprises privées qui font atterrir et réutilisent des fusées, mais il reconnaîtrait les turbopompes immédiatement. L'évolution technique est claire. V2, 25 tonnes de poussée. Redstone, 35 tonnes. F1, 680 tonnes. RS, 25, 232 tonnes dans le vide. Raptor 2, 230 tonnes. BE4, 240 tonnes. Les chiffres augmentent, mais la technologie est la même. Turbopompe centrifuge, refroidissement régénératif, physique allemande, optimisé sur 83 ans. Maintenant, vous comprenez pourquoi la NASA, SpaceX, Blue Origin, l'ESA, Roscosmos, la CNSA utilisent tout le même design de base. Pas parce qu'ils ne sont pas innovants, mais parce que les Allemands ont trouvé la solution physiquement optimale. En 1942, on peut l'améliorer, l'agrandir, la rendre plus rapide, plus efficace. Mais on ne peut pas dépasser le principe de base, pas avec des fusées chimiques. La prochaine génération est déjà en développement. SpaceX Raptor 3, pression plus élevée, 350 bars, plus de poussée, 280 tonnes. Mais la turbopompe, centrifuge, le refroidissement,
régénératif, Blue Origin BE7, hydrogène liquide, moteur d'atterrisseur lunaire, turbopompe, refroidissement régénératif, ESA Prometheus, méthane oxygène, réutilisable, à faible coût. Turbopompe, refroidissement régénératif, 83 ans plus tard. La physique reste, l'innovation allemande de 1942 reste la norme. Cela ne changera pas. Pas avant que nous laissions derrière nous les fusées chimiques, nucléaires thermiques peut-être, électromagnétiques, mais pour la propulsion chimique, la turbopompe KSB Walter et le refroidissement régénératif de Walter Thiel sont physiquement optimaux. La NASA utilise aujourd'hui la conception allemande de turbopompe Sainte 2 de 1942 dans les fusées modernes, SpaceX aussi, Blue Origin aussi. Chaque nation spatiale, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité technique documentée, la lignée éprouvée. Peenemünde au Stennis Space Center, Walter Thiel aux ingénieurs d'Elon Musk, 83 ans d'évolution directe. Est-ce du vol ou de l'évolution technique? Est-ce un hommage ou une appropriation? Les Allemands n'ont jamais reçu de crédit. Walter Thiel est presque oublié. KSB n'est jamais mentionné dans les présentations de SpaceX, mais la technologie vit dans chaque fusée, chaque jour. Partagez vos opinions dans les commentaires. À votre avis, la technologie allemande a-t-elle été volée ou l'opération Paperclip était-elle un transfert légitime de connaissances? Discutez-en, exprimez-vous. Nous sommes curieux de connaître votre point de vue. Qu'en pensez-vous, honnêtement? C'était du vol pur et simple, ou une nécessité stratégique de l'après-guerre? N'hésitez pas à argumenter et à débattre. Toutes les perspectives sont les bienvenues. L'histoire de la turbopompe, et plus largement de l'ingénierie allemande, est riche en zones d'ombre et en controverses. Votre contribution peut nous aider à mieux comprendre ces événements complexes. Alors, à vos claviers, et que la discussion commence. On attend vos commentaires avec impatience.